Bonjour, je me présente Audrey Boismenu. Je suis un élève à l'école André Laurenteau. Dans mon cadre de mon projet personnel, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la douance. Ce thème est souvent entouré de mythes et de malentendus. C'est fascinant comme sujet et on mérite d'y prêter attention. Je tiens à préciser que je ne suis pas une professionnelle de la santé, ni une experte dans ce domaine. Par conséquent, il est possible que certaines de mes informations ne soient pas exhaustives ou totalement exactes. C'est pourquoi je vous encourage fortement à consulter les sources que je vais mettre dans chaque bas de diapositive. Mon objectif est de vous présenter une vision globale de la douance, ses caractéristiques ainsi que ses défis et ses richesses. Je vous invite à m'accompagner dans cette exploration. Tout d'abord, vous connaissez sûrement plusieurs troubles d'apprentissage: TDAH, TSA, troubles du langage, troubles du sensoriel, dysphasie, dyslexie, dyspraxie, etc. Tous ceux qui sont écrits en noir. Mais il y en a un en particulier que j'ai mis en rouge, c'est HPI. HPI, c'est haut potentiel intellectuel. Donc, un HPI ou un HP, HP qui est haut potentiel, est une personne qui est douée. Dans les troubles d'apprentissage, les troubles sont tous représentés avec les îles. Sur l'image, on peut voir quelles sont les îles. L'île du zèbre est l'île de la douance. La psychologue Jean Sio-Fashin appelle les zèbres les personnes douées. Le terme zèbre a été choisi pour les personnes à haut potentiel, car malgré leur apparence ressemblante, leur rayure qui est noire et blanche, chaque zèbre possède une robe singulière qui lui est propre. Lorsqu'on fait face à un nouveau troupeau de zèbres, on peut avoir du mal à les distinguer. Pourtant, ils sont tous uniques. Leurs rayures sont comme des empreintes digitales, de taille et de forme différentes. Il va de même que les personnes douées. Chaque profil a un ensemble de caractéristiques qui aident à détecter et déterminer le haut potentiel tout en redonnant à l'individu unique. Un enfant ayant une douance n'est pas nécessairement juste doué, même loin de là. Plusieurs élèves ayant une douance ont un autre trouble d'apprentissage. Le mélange de la douance avec l'autre trouble d'apprentissage est une double exceptionnalité. Maintenant, parlons de la fameuse courbe. 70% de la population se retrouve au milieu de la courbe, 15% à gauche et 15% à droite. Nous, les doués, étant donné qu'on a un haut potentiel intellectuel, on se retrouve à droite. Selon des recherches, environ 2 élèves par classe seraient doués. Généralement, les élèves doués se retrouvent dans des programmes plutôt enrichis parce qu'ils trouvent l'école régulière plate et ennuyeuse. Elles veulent donc développer leur haut potentiel en allant dans ces programmes. Peut-être que dans ces programmes, il y aura plus que 2 élèves par classe. Maintenant, parlons un peu de génétique. 80% des personnes douées viennent de génétique frères, sœurs, mères, pères, grands-parents. C'est donc relativement normal, si les parents ont une douance, que leurs enfants vont être doués. Le cerveau des personnes douées est vraiment différent des personnes ayant un quotient intellectuel moyen. Effectivement, leur neurone est entourée de plus de myéline. La myéline est ce qui fait transmettre l'information, ce qui veut dire que l'information se rend plus facilement. Si on prenait notre cerveau comme si c'était des câbles électriques, ça veut dire que la connexion serait à haute vitesse, tout passe très rapidement. Comme j'ai dit précédemment, la vitesse de déplacement de l'information au sein du cerveau est très rapide. Effectivement, elle peut atteindre 3,5 mètres par seconde, tandis qu'une personne ayant un quotient intellectuel moyen est à 2 mètres par seconde. Voici quelques trucs pour les reconnaître dans votre classe. Relativement, les filles restent calmes quand ils ont terminé leurs travaux et dérangent peu, tandis que les garçons sont plus dérangeants et vous allez plus les remarquer facilement. Ils vont avoir un rapport différent à l'autorité car leur cerveau est plus développé. Il va donc avoir un décalage avec les élèves qui ont un cerveau moyen. De plus, ils peuvent avoir beaucoup ou très peu de motivation, tout dépendant leur niveau qui aime l'école. Par exemple, moi, j'avais beaucoup de motivation au primaire et un peu moins de motivation au secondaire. De plus, ils n'ont pas toujours le goût d'avoir l'air différent. Peut-être que vous savez qu'ils ont une douance, un haut potentiel, mais eux ne veulent pas que tout le monde le sache. Effectivement, sortir de classe à chaque période
Ça démontre que tu es différent et on n'aime pas vraiment ça. Aussi, toujours faire des travaux d'extra, ça montre que tu es différent. Pour terminer, les élèves ayant un haut potentiel mettent leur costume d'air terrien, comme moi j'aime bien l'appeler, pour avoir l'air normaux. Ils sont donc très épuisés à la fin de la journée quand ils sont rendus à la maison. Régulièrement, à la maison, c'est la crise. J'aimerais vous expliquer le concept de pensée en arborescence. La pensée linéaire est ce que plusieurs personnes vivent et penser une étape à la fois, une par une. Tandis que la pensée en arborescence, c'est une approche de raisonnement multiple, ce qui veut dire que moi j'appelle bien la pensée en popcorn. Tu penses à plusieurs choses en même temps. La majorité des personnes ayant une douance et un haut potentiel ont une pensée en arborescence. Une personne ayant un haut potentiel a plusieurs besoins et les besoins sont très similaires. On a besoin de tout comprendre. On a une hypersensibilité émotionnelle, on a une quête de sens de justice, que tout soit égal. On a des difficultés avec tout ce qui est implicite. On a besoin de contribuer, par exemple faire du bénévolat. On a un sentiment de décalage avec tous les autres gens qui ont notre même âge. On a des pensées fulgurantes, un peu les pensées en arborescence que je vous ai expliqué tantôt. On est très perfectionniste et on a le syndrome de l'imposteur. Les élèves ont besoin de rapidité en classe. C'est pour cela que les programmes enrichis sont préférables pour les élèves doués, car la matière va être vue plus rapidement et il y aura plus d'enrichissement. De plus, ils aiment bien approfondir et avoir plusieurs défis. Ils veulent des situations complexes et signifiantes, ce qui veut dire qu'ils ne veulent pas faire des choses si ça sert à rien dans la vie réelle. De plus, les élèves ayant un haut potentiel ont de la difficulté dans leurs relations sociales. C'est pour cela qu'ils ont besoin de soutien dans leur gestion des émotions et dans leurs relations sociales. Voici quelques trucs et stratégies que vous pouvez utiliser lorsque vous avez un élève doué dans votre classe. D'abord, il faut apprendre à accepter l'erreur. Effectivement, 100%, c'est la note parfaite, on est content. Mais quand nous avons 99, on trouve que c'est pas bon et on est déçu car on sait qu'on est capable d'en faire plus. Il faut donc valoriser les progrès plutôt que la perfection. De plus, il est difficile d'exprimer ses émotions. Les élèves doivent donc apprendre à connaître et à nommer les émotions. L'élève doit apprendre à découvrir ses passions, essayer différentes disciplines, faire du bénévolat, discuter avec des choses, discuter de ce qu'il aime. Maintenant, nous allons parler de la répétition, mon sujet favori quand c'est le temps de parler de la douance. Les élèves doués détestent, mais vraiment détestent, faire de la répétition, ce qui veut dire faire la même chose plusieurs fois. Prenons exemple en mathématiques, faire 10 numéros d'une addition à chaque fois, c'est répétitif, c'est plate. Ça devient irritant. Il faut donc pas privilégier les cahiers d'extra quand un élève a tout fini, car il va être irrité de juste répéter la même chose sans arrêt. Il faut aussi éviter les devoirs répétitifs. Effectivement, vous les profs, vous pouvez donner un devoir optionnel s'il est répétitif et vous pensez que ce n'est pas nécessaire à absolument faire pour un élève qui a déjà tout compris. Il va donc avoir un épuisement cognitif si vous lui donnez sans cesse des devoirs à faire à la maison. Maintenant, je vais vous lire un petit extrait du livre écrit par Aimé Vert, La douance racontée aux enfants. Assis à mon pupitre, je soupire en regardant les chiffres qui s'alignent sur la feuille devant moi. C'est un exercice de mathématiques de 12 questions, avec des fractions encore. Il semble qu'on en a fait hier et avant-hier et avant-hier, avant-avant-hier. J'ai même l'impression que c'est le premier jour d'école. La prof a dit « Bonjour, je m'appelle Nadia, on va commencer par faire des fractions. » Comme vous avez pu voir, l'élève est irrité car il fait que répéter la même chose à chaque fois. Dans des cas, par exemple moi, j'aime bien faire 3 exercices sur 10 en mathématiques et si j'ai bien compris, je peux passer à la prochaine page. De plus, je peux faire les exercices plus difficiles en premier et si je ne suis pas capable, là je peux aller aux exercices plus faciles. Le développement asynchronisé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le cœur et le cerveau ne se développent pas en même temps. Exemple, un élève peut lire comme un adulte, mais pas avoir une maturité émotionnelle. C'est pour ça que des fois, on ne privilégie pas le saut d'année.
Dans le cas de mon frère, il aurait pu sauter 3 ans. Sa tête était prête à sauter 3 ans, mais son cœur ne l'était pas. Voici un autre exemple. Emma est une élève brillante et excellente dans toutes ses matières, mais a de la difficulté à gérer les critiques et a des relations sociales plutôt complexes. Voici plusieurs exemples de le développement asynchronisé. Le cœur et le cerveau ne se développent pas en même temps. Voici une image qui démontre la zone proximale de développement. Quand l'élève s'ennuie, c'est comme s'il est couché sur la plage et qu'il relaxe. Il y a donc un risque de désengagement et même peut-être de lâcher l'école. Quand il est dans sa zone de confort, c'est qu'il trouve que leur apprentissage est très facile et il risque d'être désintéressé à ce qu'on va lui apprendre. Après, il y a la zone d'apprentissage qui est en plein milieu, ce qui veut dire que c'est la tâche d'apprentissage optimale pour un enfant, puis il y a une opportunité de se développer. C'est donc la zone idéale pour que l'apprenant apprenne en autonomie et progresse dans tous ses apprentissages. La zone d'inconfort peut être vue quelquefois pour donner des défis aux élèves, mais elle doit toujours rester encadrée, car la tâche d'apprentissage est difficile et il y a un risque de découragement. Finalement, il y a la zone de panique quand la tâche est beaucoup trop difficile et quand l'enfant risque de décrocher. Il faut donc trouver le juste milieu dans les choses que nous voulons apprendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les enfants apprendre trop rapidement pour ne pas qu'ils tombent dans la zone de panique. Voici ce que plusieurs enseignants font quand il y a un élève doué et ne savent pas le reconnaître ou ne savent pas quoi faire avec. Ils mettent trop l'accent sur les exercices de répétition, lui donnent des cahiers supplémentaires et l'enfant devient irrité et n'en peut plus de faire tous ses cahiers. De plus, il ne faut pas laisser l'enfant apprendre trop vite, car peut-être qu'il va mal apprendre ou il va tomber dans la zone de panique. Maintenant que vous avez eu toutes ces informations, je pense que vous êtes capable de comprendre, de laisser faire la répétition aux enfants et de ne pas laisser un enfant progresser par lui-même. J'espère que cette présentation vous a permis d'en apprendre plus sur la douance et comment gérer les élèves doués qui sont dans votre classe